Salut à toi mon Rodolphe. Si on me demandait de distinguer deux types principaux de personnes, je dirais qu'il y a celles qui osent regarder la fin dans les yeux pour mieux apprécier le chemin, et celles qui n'osent pas vraiment et font tout leur possible pour s'en détourner, pour s'en divertir. Aujourd'hui, on va regarder la finitude des choses bien dans les yeux, et en tirer une leçon majeure de réalisme. Le genre de leçon qu'on voudrait tous connaître pour prendre de meilleures décisions, finalement, pour finir par faire mieux que les autres. Et si tu n'arrives pas à aller le plus loin possible au cours d'une telle vidéo et que ton réflexe est d'aller très vite te divertir ailleurs, j'ai déjà une petite idée de la catégorie à laquelle tu appartiens. Tu auras au moins appris ça avant de t'en aller. En revanche, si tu fais ce bout de chemin avec moi, je ne te dis pas que ça va être facile, mais je t'assure que tu n'en sortiras que plus lucide, plus fort. Il y a même moyen que tu apprécies un peu le chemin qu'on va parcourir. Allez, générique. Avant quoi que ce soit, et pour toutes celles et ceux qui vont partir dans les 10 secondes, je vous vois, on attaque directement par le vrai meilleur conseil de tout YouTube, histoire que vous ne soyez pas passé pour rien. Si tu as n'importe quoi de mieux à faire pour toi, là, maintenant, que de regarder une vidéo, fous le camp. Tu peux tester un truc, tu te mets debout, là, juste là, réfléchis pas, lève-toi. Voilà, maintenant tu coupes, et ça va vraiment t'aider. Voilà, ça c'est fait. Donc si tu es de retour, après avoir fait ce qui était important pour toi, ou si tu es toujours là parce que déjà, tu avais fait ce qu'il fallait, on va pouvoir passer au vrai sujet. Tu n'as pas l'impression que dans la vie, aujourd'hui, il faut se battre pour tout. Même pour ce qui devrait aller de soi, je ne sais pas moi, une voiture, dont des pièces qui ne sont pas d'usure, cassent de façon exceptionnelle, hein, ça rend pas de bol. Oui, j'ai fait les guillemets avec mes doigts là. L'efficacité du SAV, alors que tu as pourtant un problème avec un produit qui est encore sous garantie. Ce client, ce collègue, ce patron qui essaye visiblement de te ken. Alors je te rassure, le sujet ici ne va pas être de détruire ces gens-là, même si pour tous la tentation existe, j'en conviens, mais ce sentiment que tu as, que tu dois te battre pour tout, que c'est épuisant, j'ai le même. Mais j'en parle ici parce que c'est pour moi le sentiment qui illustre le mieux ce dont on va parler maintenant. Le fait que la nature du monde n'est pas de te laisser entier, que tu dois y payer un loyer dont la nature échappe à beaucoup. Je vais résumer l'idée générale par un dicton que me répétait mon père. La vie est un combat qu'on ne gagne jamais. Franchement, là, c'est déjà pas mal, mais je t'assure, c'est encore beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. On va voir ça ensemble. Bon, de toute façon, tu l'as vu avant de cliquer, aujourd'hui on va traiter de la question quoi choisir de détruire pour vivre. Mieux, qu'est-ce que toi, tu vas choisir de détruire pour survivre? Et je te le dis tout de suite, il n'y a pas d'alternative, tu vas devoir choisir, on va voir comment. On va voir pourquoi aussi, et non, ce n'est pas parce que l'humain est méchant, un parasite cosmique ou je ne sais pas quoi d'autre encore. L'humain fait partie intégrante de la nature, il obéit donc à ses règles. Essaie de sauter par la fenêtre et de t'envoler par la force de ta pensée, tu sauras que c'est vrai. Non, ne fais pas ça, Rodolphe. C'est juste une expérience de pensée, je déconne. Je veux pas de problème si t'es vraiment, disons, fragile. D'après Chris Marker, qui a notamment réalisé les statues meurent aussi, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et le désespoir, dans cette vidéo, on va le regarder droit dans les yeux. En revanche, là où la plupart verront dans la reconnaissance du désespoir une excuse justifiant leur apathie, leur passivité ou leur fuite, j'espère vous montrer qu'ils devraient plutôt pousser à la révolte, au moins à tâcher de faire gagner la vie, en vous permettant d'agir avec panache, avec un peu d'ambition. Dans l'une de mes vidéos précédentes, que tu pourras aller voir après si tu veux découvrir l'autre monstre sacré derrière la raison, je parlais de l'entropie. Cette notion, découverte en physique, plus précisément par une de ces branches qu'on appelle la thermodynamique, c'est cette branche qui a poussé presque en même temps que l'avènement des machines à vapeur. En théorie, elle implique une loi qu'aucune expérience menée en presque 2 siècles n'aura su contredire, et que même l'un des scientifiques modernes les plus brillants, Stephen Hawking, aura utilisé pour mettre au point la plus célèbre de ses équations sur les trous noirs. Cette loi, ce principe, il dit, en vulgarisant ici, que le désordre général de l'univers ne peut globalement qu'augmenter. Ça, c'est la forme vulgarisée, encore une fois, de la théorie. Concrètement, elle explique que si tu veux ordonner un truc quelque part, tu dois désordonner plus encore ailleurs. Pour un peu d'ordre local, il faut un plus grand désordre global. Je vais essayer d'en donner une forme plus concrète encore, sur un sujet brûlant, c'est le cas de le dire, de l'actualité, c'est le sujet du réchauffement climatique global. La consommation des énergies carbonées autorise la survie de millions de personnes, et l'amélioration des conditions de vie de plus de monde encore. Saurez-vous leur dire « Non, pas vous, crevez »
C'est un peu cru, mais sous cette forme-là, on comprend mieux que parler de dilemme climatique est peut-être préférable au fait de parler du réchauffement climatique global. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. À ce stade, ce qui germe dans la tête de toute personne qui s'intéresse à la question un petit peu, c'est vrai uniquement si on n'a pas de source d'énergie bas carbone pour remplacer les hydrocarbures. Mais voyons maintenant pourquoi, du fait de ce principe universel qui prescrit que l'entropie ne peut que croître, que le désordre général ne peut qu'augmenter, c'est bien plus problématique encore. Première remarque, créer du désordre. Comprenez accroître l'entropie, pour ceux qui connaissent le sens plus profond que ça implique, ça porte un autre nom très simple, détruire. Imagine un château de cartes bien ordonné. Tu sais instinctivement que ça a de très grandes chances de s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'il existe beaucoup moins de possibilités pour ces cartes d'être ordonnées que d'être désordonnées. Tu peux imaginer des cartes en vrac de mille et une façons, mais tu en vois beaucoup moins quand tu les penses associées en château. Le désordre est tout simplement plus probable. Pourtant, il y a une autre façon d'accroître encore ce désordre. C'est de prendre tes cartes et de les couper en deux. Il y aura encore plus de possibilités de mettre n'importe comment 108 cartes que tu n'en auras pour 54. Résumons-nous, et c'est pas très important si tu ne perçois pas ici les subtilités des rouages d'un concept comme celui de l'entropie, que j'ai de toute façon traité très vite. Pour augmenter l'entropie, les choses peuvent se désordonner ou être coupées en morceaux. Ça me semble être une assez bonne définition de la destruction vue d'ici. Ce principe dit donc en substance que l'une des lois les plus fondamentales que nous percevions dans l'univers est de détruire de plus en plus sa propre substance. Et spoiler alert, tu en fais partie de cette substance. Quand je disais que l'homme faisait bien partie intégrante de la nature, on en perçoit une part ici. Si t'es joueur, je pourrais même dire qu'en ce sens, le concept d'immortalité est stricto sensu contre nature. Mais heureusement pour vous, je ne suis pas joueur, Dieu m'en préserve, donc je ne le dirai pas. Je sens que j'ai dit une connerie là, mais j'arrive pas à voir laquelle. Là, on arrive au moment où je vais lever le frein mental qui t'empêche de couler, une fois que tu as vraiment compris ça. Après ça, on plonge à pic. Quand on m'a parlé de l'entropie, de sa solidité, bref, de sa place dans cette dynamique assez solide qu'est la physique, je me suis dit, attends, mais la vie, elle se reproduit, elle s'ordonne. Elle peut même se complexifier. C'est donc une sorte d'échec à l'entropie. En plus, quand on regarde l'univers, il se complexifie bien depuis 13,8 milliards d'années, avec la naissance de ces étoiles, de ces galaxies, de ces amas. En vrai, ce principe, c'est soit quelque chose qui a des exceptions, auquel cas, en tant qu'être vivant, j'en fais partie, je passe à autre chose, ou alors c'est juste en moyenne, ça interdit rien. Là aussi, je passe à autre chose. Mais j'étais alors un grand naïf. Quand une étoile s'allume, elle produit de la lumière. Et cette lumière, c'est des particules, la plus petite unité de matière connue à l'heure actuelle, le plus petit morceau de matière dont on postule qu'il est possible de produire. Une étoile, c'est une machine à découper pour produire des morceaux. Une machine qui fabrique de l'entropie, du désordre. Ça veut dire que quelque chose d'ordonné aussi merveilleux qu'une étoile n'existe que parce qu'il détruit mieux que s'il n'existait pas. Il n'y a des étoiles que parce qu'un univers sans elles se décomposerait moins vite qu'avec elles. Et vous savez ce qui est bien plus efficace pour détruire qu'une étoile ? Ah, je sens que certains le voient venir. Une étoile, en fait, et même si c'est carrément contre-intuitif, c'est pour ça qu'on a les sciences, c'est pas super efficace pour produire des morceaux, ici de la lumière. Pour chiffrer les choses un petit peu, 1 kg d'étoile. Si on prenait 1 kg de matière d'une étoile, ça produit environ 2000 fois moins de lumière qu'1 kg d'humain. Et je te laisse trouver tout seul ce qui produit le plus de lumière. Des humains isolés ou des humains qui ont bâti une civilisation. Avec tout ce qu'on crame pour tenir notre civilisation debout, par exemple, je pense que tu as une idée de la réponse. C'est là la grande idée. Les objets complexes, les objets ordonnés, que tu peux voir, que tu peux admirer. Ils ne sont là que parce qu'ils détruisent mieux que ceux qui sont moins complexes. C'est leur nature. C'est ça la conséquence de ce principe scientifique. Et à ce titre, on comprend en quoi l'humanité fait pleinement partie de la nature qui l'a vu naître. Pour en mesurer les conséquences, on peut encore penser aux étoiles et à ce qui se passe une fois qu'elles ont épuisé leur carburant. Celles de taille moyenne, qui produisent moins de complexes, d'atomes différents si vous voulez, vont mourir en devenant ce qu'on appelle des naines brunes, de petites étoiles qui brillent très peu et qui vivent ensuite très longtemps. Celles qui ont des tailles plus importantes, qui vont finir par créer une grande diversité de complexes, remarquablement plus grandes, vont finir en supernovae, des explosions immensissimes qui leur arracheront leur couche superficielle et les disperseront très loin à travers l'espace, alors que leur cœur, lui, va s'effondrer en un objet encore plus compact, encore plus simple.
une étoile à neutrons ou un trou noir. Bref, un conglomérat d'objets très simples, mais très intriqués. D'après vous, et comme d'habitude, je vous engage à faire pause pour y réfléchir vraiment et faire vôtre cette idée, plutôt que de l'avoir juste survolée. Vous connaissez le principe, hein, rien de ce qui a vraiment de la valeur ne s'acquiert sans effort, ce qui vous dirait le contraire vous mente. Hein. Donc d'après vous, si on se risque à un parallèle entre notre civilisation et ses étoiles, quel va être son avenir si on lui transpose le scénario de fin de vie de l'étoile de taille moyenne, ou plus intéressant encore, si on lui transpose celui de la plus grosse? Encore une fois, je vous laisse faire pause pour y penser. Personnellement, je vois bien pour le parallèle avec la première étoile une humanité qui retourne en arrière, un peu comme au Moyen-Âge, mais qui perdure dans cet état durant vraiment longtemps. Et pour le cas numéro 2, non, celui-là, je vous laisse l'imaginer vous. Dites-le moi en commentaire, j'aimerais voir si vous avez le même type d'idée que moi. Ce sera ça, la méthode majeure que j'avais à cœur de vous transmettre ici. Ce parallèle à faire entre la nature et l'humanité. Le destin de celle-ci et le nôtre. Nous venons de la nature. Et pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, mais sans fantasmer le lieu de notre naissance. Mais on ne va pas s'arrêter là dans cette vidéo et on va à présent plonger les yeux dans le noir de l'abysse qui s'ouvre. Si vous ne voulez pas aller plus loin, la partie divertissement, plaisir, passivité partielle étant terminée, je vous dis à une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de ce qui suivra sur la chaîne et pour les plus courageux, on continue et on va poser les vraies questions. À ce moment de la vidéo, je considère comme établi que les objets les plus complexes sont là pour autoriser une destruction plus importante du reste, que c'est une réalité qu'il ne faut pas nier, bref, on a redécouvert qu'en effet on allait mourir, mais que c'était le destin de tout ce qui existait dans cet univers, sa simplification. Que les seules choses qui se complexifiaient le faisaient parce qu'elles simplifiaient davantage encore alentour. Pour le dire d'une manière peut-être plus poétique, l'univers favorise ce qui crée le plus efficacement de la lumière. C'est le sens vers lequel il semble tendre, en tout cas s'emplir de lumière. Vous, qui êtes un être vivant sensible et conscient, dit comme ça, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire du New Age, c'est pas du tout le cas pourtant. Bref, vous devez considérer ce fait-là, votre existence et la préservation qui l'autorise, implique que vous détruisiez autre chose. Il n'y a pas d'alternative, c'est ainsi. Se pose alors la question de ce qu'on va appeler votre cercle de moralité. C'est l'outil qui va vous permettre de choisir quoi détruire. Et au lieu de subir cet état de fait, vous le ferez en conscience. On aime tous davantage ce qui nous ressemble le plus, ce qui porte des informations proches des nôtres. Quel que soit le type d'information d'ailleurs, et même si elles ont tendance parfois à se contredire, l'information génétique par exemple, la vie de notre famille de sang est préférée à la vie d'un lapin, qui a moins de gènes en commun avec nous, et la vie de ce lapin nous importe plus que celle d'un pied de maïs. L'information liée à nos valeurs, à travers la famille qu'on a choisie, nos amis, qu'on préférera à un inconnu. L'information culturelle, on préférera instinctivement celui ou celle qui partage nos coutumes à celui qui en a d'autres, et dont on va secrètement se moquer entre nous, bien souvent d'ailleurs. Même l'information spatio-temporelle, on préférera quelqu'un qui vit à côté de chez soi à quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde. Ou même, on considérera comme plus importante et respectable l'humanité d'aujourd'hui que celle de demain ou encore celle d'autrefois. Demandez-vous pourquoi préserver la nature ressemble pour beaucoup à préserver leur coin à eux. Les mammifères plutôt que les vers de terre qui conditionnent pourtant la survie de ces mammifères. Demandez-vous pourquoi pour certains, il est si facile de cancel, de dénigrer une part de l'humanité du passé, chez qui ils ne se reconnaissent pas, ou encore pourquoi l'avenir de nos héritiers, face au dilemme climatique, n'est finalement pas si important que ça, comme en témoignent nos actes. On aime favoriser ces parts de nous chez les autres, parce que c'est un peu comme nous préserver nous-mêmes. Quand on y pense assez longtemps, on s'aperçoit que l'altruisme est un égoïsme. Et bien voilà, parmi tout ça, tout ce qu'on vient de décrire, demandez-vous, honnêtement, où s'arrête votre empathie instinctive, ce que vous ressentez, ce qu'on va appeler votre cercle de moralité. Votre famille intime, proche, éloignée, certains animaux, peut-être des plantes, même des roches, pourquoi pas, votre cité, votre ville, votre région, votre pays, la planète, votre religion. Faites du tri, parce qu'ensuite, il va vous falloir chercher comment exploiter le reste. Quoi qu'il arrive, il va falloir comprendre que ce comportement va conduire à sa, pour le dire gentiment, à sa simplification. Ça veut dire que si tu veux sauver la Terre entière, il va falloir penser à exploiter l'espace, parce que détruire un autre objet céleste sera alors la seule solution. Bon, bien sûr, la fin de cette vidéo peut passer pour un simple point de vue cynique. Je crois que c'est une réalité qu'il ne nous faut pas ignorer. Si on ne veut plus brûler de la roche, fût-elle liquide, détruisons plus d'atomes.
ou dégradons les conditions de vie d'un nombre conséquent d'êtres humains, mais il nous faut choisir. Si vous avez une autre interprétation civilisationnelle de ce second principe de la thermodynamique, je suis curieux de l'entendre en commentaire, vraiment. D'ici là, je crois qu'il nous faut tous nous poser réellement cette question. Que choisissons-nous de détruire et quels moyens déployons-nous concrètement dans nos vies, dans ce but? Parce que c'est la réponse à cette question-là qui fonde la réponse à toutes les autres en fait. J'aimerais terminer par une dernière remarque. Finalement, tout ce chemin parcouru ici pour se rappeler simplement que nous devons mourir. Tu me diras, c'est la finalité de toute démarche philosophique. Mais pourquoi savoir qu'on va mourir devrait-il nous empêcher de bien vivre? Peut-être sommes-nous éphémères, oui, mais sachons faire de cet éphémère notre infini. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à me rétribuer avec un pouce en l'air et un abonnement si vous avez apprécié mon travail. Comme toujours, cette vidéo, c'est une paire de lunettes nouvelles pour observer le même monde. Même si, j'avoue, celle d'aujourd'hui, c'est une paire de lunettes bien noires. Mais elle invite surtout à être complétée par vous, en commentaire pour que ça profite à tous, ou pour vous-même, dans votre tête. Altruiste. Moi, je vous dis à bientôt sur Dualité, et en attendant la prochaine fois, portez-vous bien, lumineux petit destructeur que vous êtes. Vous l'aurez compris, il nous faudra courir, toujours plus vite, ne serait-ce que pour nous maintenir à notre niveau de développement, maintenir notre ordre actuel, jusqu'à ce que nous ne le puissions plus. Peut-être est-ce ici d'ailleurs une piste de réflexion pour le fameux paradoxe de Fermi, peut-être à méditer.